Rodrigue Mwamba, porte-parole du regroupement politique Centre, et mon second invité. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, vous aussi, vous faites parler de vous depuis que, je dirais, vos mentors ou vos leaders ont proposé 12 travaux à Félix Tshisekedi pour qu'il réussisse son quinquennat. Vous dites que cette proposition vient à la suite de la main tendue du chef de l'État lors de son discours inaugural. Et pour vous, c'est le 7e appel. Donc, on ne va pas parler de tous ces 12 travaux, ça sera peut-être long, mais je commencerai par le premier travail, Vous dites au chef de l'État de prioriser 6 piliers d'investissement massif à travers les ressources budgétaires, soit 1 milliard par pilier chaque année durant 5 ans. Effectivement. D'abord, je signale que nous avons répondu à l'appel du chef de l'État, comme des Congolais. C'est de notre droit. Lorsque le président de la République tend la main, il est des droits pour chaque Congolais d'y répondre ou pas. Eh bien, nous avons répondu et nous nous battons, le centre, depuis que nous existons, depuis 2017, pour inaugurer dans ce pays une sorte de débat politique basé sur l'intelligence et le fond, et non pas sur les invectives, la polémique. Et c'est pourquoi, à chaque fois, depuis 2022, depuis août 2022, nous faisons des appels sur des sujets d'actualité et nous proposons des idées. Ça, c'est le 7e appel. Ça, c'est le 7e appel. Alors, ça fait beaucoup d'appels comme ça qui ne sont pas entendus. Exactement. Vous ne fatiguez pas. Pas forcément. Oui, parce qu'aucun de vos appels n'a été attendu jusque-là. Non, plusieurs de nos appels ont été intégrés dans des lois. Nous sommes allés, effectivement. Alors, on sait que c'est dans des lois. Le G13, avec ses réflexions, a proposé pas mal de choses qui ont été intégrées dans les lois, mais le centre, on n'en parle pas. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, mais nous sommes allés même à l'Assemblée nationale. On a rencontré le bureau, on a fait un travail de, si je peux dire, de lobbying, et un bon nombre de nos propositions ont été intégrées. Mais revenons aux 12 travaux de Fachi, parce que c'est comme ça que nous avons intitulé notre appel. C'est que nous avons estimé que le peuple congolais qui a plébiscité Félix Tshisekedi avec 73% de voix, on l'appelle Fachi Béton. Nous avons eu cette idée de la mythologie grecque avec Hercule, les 12 travaux dont il était confronté. Et nous nous sommes dit que l'enjeu pour notre pays aujourd'hui, c'est de pouvoir se placer en orbite de développement. Nous sommes un pays qui est au cœur de tous les enjeux d'aujourd'hui, ceux du changement climatique, ceux de la transition énergétique. Eh bien, nous n'avons que deux choses, nous n'avons que deux options. Soit de réussir, de nous placer dans l'orbite de développement, parce que tout le monde a besoin de nous, soit nous disparaîtrons en tant que nation. Parce que si nous restons faibles, ce pays ne sera plus à nous. Et nous pensons, le chef de l'État l'a dit, c'est un mandat ultime pour lui, c'est ce mandat-ci qui doit placer le pays, notre pays, dans cette orbite-là. C'est pourquoi nous avons fait notre contribution avec des idées pour permettre à ce que les 6 axes prioritaires que lui-même a fixés... C'est ces 6 engagements. Voilà, ces 6 engagements qu'il lui-même a fixés lors de son discours inaugural. Nous proposons donc une méthodologie, des idées pour rendre toutes ces propositions en des actions concrètes. Et donc, la première proposition que nous avons faite concerne donc prioriser 6 axes majeurs d'investissement massif. C'est une des théories de développement. Et c'est le président de la République qui a déjà commencé à faire ça. On l'a vu avec la gratuité de l'enseignement. C'est qu'il fait des investissements massifs dans un domaine bien précis. La gratuité de l'enseignement, c'est 1 milliard. Vers la fin de son mandat, il a fait de la même chose avec la couverture santé universelle. Mais nous disons qu'il étende ça à d'autres secteurs, notamment l'énergie, l'éducation et la formation, les infrastructures. Donc, ces 1 milliard permettra de renforcer notamment l'éducation gratuite, la santé pour tous, avec notamment la mise en place de la CSU, la couverture sanitaire universelle. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 1 milliard, notamment dans le secteur énergétique? Ce que nous essayons de dire, c'est ceci. C'est que, prenons d'abord l'idée, c'est que c'est possible aujourd'hui de pouvoir mobiliser cet argent-là pour pouvoir justement injecter 1 milliard de dollars par secteur, ça nous fera 6 milliards par année. Notre budget aujourd'hui est capable de le faire parce que nous ne descendrons plus en tout cas en deçà de 13 milliards par exemple. Donc nous nagerons entre 13 et 17 milliards et donc c'est possible de le faire. Maintenant dans le domaine énergétique, c'est justement, il y a aujourd'hui les enjeux parce que
le développement ne peut pas se faire sans énergie. Nous avons des points, des barrages qui sont importants, qui doivent être construits, Katende et tous les autres. Il y a Boussanga qui va être mis en fonctionnement. C'est dans l'électricité, mais aussi dans l'acquisition de la technologie pour que nous puissions nous-mêmes, ici, sur place, pouvoir transformer ces matières premières qui servent à la transition énergétique, le coltan, etc. Il ne faudrait pas que nous restions éternellement des exportateurs du brut. Il faudrait que cette transformation vienne. Donc il nous faut à la fois et la technologie, mais aussi et surtout les compétences nécessaires. Voilà, si nous pouvons donner des pistes de solutions, et nous pensons que cela est possible parce qu'aujourd'hui, notre budget le permet. Alors, dans le domaine sécuritaire notamment, qu'est-ce que ces 1 milliard permettra de résoudre? Dans le domaine sécuritaire, nous avons d'acquisition. Cela a débuté parce qu'il y a, avec la loi de la programmation militaire qui a été votée là, il y a 2 ans, notre armée passe aujourd'hui à 1 milliard par an, et donc c'est ce qui est déjà en train d'être fait avec l'acquisition de nouveaux matériels. On a parlé des nouveaux avions qui viennent de l'Afrique du Sud, une Touari qui arrive, donc la montée en puissance de notre armée, parce que nous l'avons dit, c'est la manière principale pour pouvoir imposer la sécurité dans notre pays, et nous pensons que cela doit continuer. Si nous continuons à mettre 1 milliard de dollars chaque année dans le domaine sécuritaire, nous pensons que nous allons en finir avec cette question de l'insécurité à l'Est et définitivement nous placer ou mettre au centre de nos préoccupations les questions de développement. Alors il y a quand même quelques travaux qui pourraient créer de remous ou faire tache d'huile, ou encore provoquer beaucoup de débats. C'est notamment le 3e qui dit « Signer un partenariat militaire offensif avec une nation non concurrente géopolitiquement avec la nôtre ». Vous diriez si c'est une nation africaine ou une nation, je ne sais pas, d'autres régions, et qui serait disposée par son expertise à nous accompagner militairement pour éradiquer les groupes armés avec en tête le M23 et sécuriser nos frontières contre toute menace extérieure. Plusieurs nations africaines ont des intérêts géopolitiques, en tout cas concurrentes aux nôtres. On a vu avec l'EAC, on espérait, on pensait que l'EAC serait une solution pour pouvoir en finir avec la question de l'insécurité. On a vu que la plupart des pays qui sont venus dans le cadre de l'EAC, les militaires qui sont venus dans le cadre de l'EAC, n'ont pas fourni les efforts suffisants pour pouvoir nous aider effectivement à mettre fin à l'agression rwandaise. On l'a vu et nous pensons qu'avec la SADC, ce sera pareil parce qu'il y a des intérêts plutôt qui sont concurrents. Nous pensons que des États dont nous ne partageons pas les mêmes intérêts géostratégiques comme les États de l'Afrique de l'Ouest par exemple, ou même aller en dehors du continent, signer un partenariat avec un État qui est capable, justement, sur ce point de point de vue de son armée, de nous aider à mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés qu'il y a à l'est de notre pays, serait une bien meilleure solution que ce qui est tenté aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que le prix, la SADC, certes, nous a aidés avec... lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila était encore chef de l'État, dans ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine. Mais n'oubliez pas que derrière, c'est par exemple la chute de l'Amiba, parce qu'il a fallu payer les Zimbabwéens, etc. Donc il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques. Quelle est cette nation qui pourrait accepter de se mettre à dos un grand pays comme le Rwanda qui a tissé des relations... Un grand pays comme le Rwanda. J'ai dit grand politiquement, en raison justement des liens qu'il a avec les États-Unis et les pays européens. Non, voilà. C'est une identité... Pas un grand pays en termes de taille. C'est une identité usurpé. Le Rwanda a profité de la commisération internationale lorsqu'il est sorti de son génocide de 1994. Le président de la République le dénonce et aujourd'hui la réputation du Rwanda est entachée. Lorsque aujourd'hui vous voyez à la prestation de serment du président de la République 18 chefs d'État qui y répondent, ceux qui n'ont pas pu venir envoient des délégations importantes, ça veut dire que les gens, en tout cas le monde, est en train de considérer qu'il vaut mieux aller négocier directement avec ceux qui détiennent ces minéraux, les minéraux nécessaires à la transition énergétique, plutôt que de passer par le Rwanda. Le Rwanda n'est plus, en tout cas, ce grand pays du point de vue politique, comme vous le dites. Non, c'est une petite nation. Je pense que ce sont les derniers soubresauts
d'une nation, en tout cas d'un tyran qui est déjà par terre. Alors, je suis en train de rechercher le 8e travail. Je pense que c'est celui-là qui va beaucoup provoquer de remous, où vous proposez la réforme constitutionnelle. Vous savez que c'est un sujet très sensible. Alors, on va réformer la Constitution, notamment en raison de plusieurs choses. La question de la double nationalité, vous êtes allé là-dessus. Est-ce que c'est pas un moyen, justement, de prêter les flancs à l'opposition qui pourrait avoir un argument contre le pouvoir de Tshisekedi? C'est ce qui est décevant. Moi, d'abord, ce qui est décevant, ce que j'exècre, c'est que malheureusement, ce débat fait polémique. Et que l'on veut... Pourquoi d'abord? Vous pouvez expliquer d'abord cette réforme. Parce que tout simplement, ceux qui sont nos détracteurs pensent que, puisque c'est Kambinga Germain qui l'a dit, qu'il est à la recherche il serait à la recherche de postes. D'abord, ce qui n'est pas une mauvaise chose lorsqu'on a des idées. Quoi de plus normal que d'avoir des ambitions pour pouvoir les exécuter. Mais limiter le débat à cela, cela nous déçoit parce qu'en réalité, ce que nous espérions, c'est que cela suscite un débat de fond. Il y a eu le professeur Ndaïwel qui a dit ça l'année passée. Ça n'a pas suscité autant de remous. Nous avons débuté l'appel au changement de constitution. Ce ne sont pas juste quelques réformes de saupoudrage, mais en réalité, c'est un appel à une 4e république. Parce que nous pensons tout simplement que la constitution que nous avons aujourd'hui a atteint ses limites. Elle a atteint plus ou moins ses objectifs. C'était une mais ça l'était depuis 2015 pendant Joseph Kabila. Je demanderais, excusez-moi, à la régie de pouvoir changer de thématique. Nous parlons plutôt d'autre chose. Il ne s'agit pas de cette thématique-là. Oui, allez-y. Oui. Justement, c'est une constitution de belligérants. On sait le contexte dans lequel cette constitution a été rédigée, puis adoptée. Il fallait mettre fin à la guerre, même si l'insécurité ne n'est pas terminée. Nous avions tous la phobie du pouvoir éternel de Mobutu. Il fallait limiter le nombre de mandats du président de la République, etc. Et donc, cette constitution a été mise en place. Mais aujourd'hui, les enjeux que nous avons, ce sont des enjeux de développement. Comment voulez-vous que nous puissions nous développer lorsque les provinces ne fonctionnent pas? Aujourd'hui, le président de la République prône la nomination des gouverneurs. Mais c'est impossible de le faire selon cette constitution. La question de la double nationalité. Nous avons la diaspora la plus importante, la diaspora africaine la plus importante au monde. C'est la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, c'est 9 milliards de dollars qui sont injectés par an dans ce pays. La diaspora congolaise, c'est aussi des compétences nécessaires justement au développement de notre pays. Comment elle est mise de côté juste à cause de la question de la nationalité. Elle est mise de côté à cause de la question de la double nationalité. Il nous faut réviser cette constitution. Ceux qui nous prêtent les intentions de vouloir pérenniser ou, je ne sais pas, pérenniser le pouvoir du chef de l'État... Soit le contraire aussi, ça c'est possible, hein, puisque Joseph Kabila, on sait que en son temps, il y a eu beaucoup de manifestations parce que les gens pensaient, prétextant qu'ils voulaient changer de constitution pour rester au pouvoir. Mais je pense que sur cette question-là, en réalité, le président de la République y a répondu dès le début de son mandat. Il était clair, le président avait dit, on lui a posé une question, il a dit au-delà de 2 mandats, c'est impossible. Patrick Mouillé a dit le contraire aussi. Non, le président de la République avait dit clairement qu'au-delà de 2 mandats, c'est impossible de diriger ce pays. Le président de la République, au cours de son discours inaugural, peut-être que les gens étaient distraits, il a dit que c'était son mandat ultime. On parle français, ultime, c'est synonyme de dernier mandat. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais nous pensons que puisque le président de la République a fait 73% et qu'il a une onction populaire, c'est le moment en réalité de pouvoir aborder ces questions de fond. Ils ne feront pas autant de remous qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y a l'ensemble des Congolais qui soutiennent le président de la République et il le ferait en réalité pour la postérité. Ce n'est pas forcément pour lui. C'est vrai que pour toute intelligence qui fonctionne correctement, cette constitution est révisable et peut être révisée. Tout le monde est d'accord là-dessus. Peut-être tout le monde est d'accord là-dessus, mais peut-être qu'il faudra changer. Personne ne veut aborder la question. On fera cela avec une nouvelle génération qui n'a pas connu toutes ces agitations. Moi, excusez-moi, le temps de partie est déjà à sa fin. J'aimerais bien que l'on parle davantage, peut-être le lundi dans la matinale. Exactement. Vous avez l'invitation de 50. Merci beaucoup. Alfred Dibandi est là aussi. Cette fois, il va nous parler du PCR. Encore une plateforme, un mouvement qui fait polémique.